Jugement à Lyon, l'église de Scientologie obtient le droit de se prévaloir du titre de religion. Incendie de Marseille, les pompiers vigilants, il est établi que l'origine du feu est due au dépôt de déchets industriels incandescents dans une décharge publique. SIDA, le ministre de la Santé autorise la généralisation du traitement d'urgence, jusqu'ici réservé au personnel hospitalier. Week-end meurtrier dans les Alpes, 10 alpinistes tués. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un jugement qui risque de faire jurisprudence qui a été rendu aujourd'hui par la Cour d'appel de Lyon. L'ancien patron lyonnais de l'église de Scientologie, condamné en première instance à de la prison ferme pour escroquerie et homicide involontaire à la suite du suicide d'un adepte, a vu sa peine réduite à 3 ans avec sursis. 9 autres adeptes ont été relaxés. Mais le plus important est à suivre. D'après les attendus du jugement, l'église de Scientologie a désormais le droit de se prévaloir du titre de religion, alors qu'elle était généralement considérée jusqu'à présent comme une secte. Didier Guyot, Sophie Roland. L'arrêt rendu cet après-midi par la Cour d'appel de Lyon a de quoi satisfaire l'église de Scientologie. D'une part, les magistrats affirment qu'elle peut revendiquer le terme de religion, on est donc bien loin d'une secte, et d'autre part, plus concrètement, 9 de ses membres sur les 15 qui comparaissaient sont aujourd'hui relaxés. Autant de décisions réjouissantes pour les scientologues. La Cour d'appel n'a pas succombé aux crises d'hystérie manifestées par les fanatiques comme le psychiatre Akbral ou les mouvements antireligieux comme l'ADFI, et la Cour d'appel a fait preuve de bon sens en l'occurrence. Poursuivi pour escroquerie et tenu pour responsable du suicide d'un adepte, Jean-Jacques Mazier, patron de l'église de Scientologie de Lyon, condamné à 18 mois de prison ferme en première instance, a vu sa peine atténuée. 3 ans de prison tout de même, mais avec sursis cette fois-ci. L'exercice de la Scientologie en elle-même n'est pas une escroquerie, c'est ce que reconnaît la Cour, et que seuls peuvent donner lieu à condamnation des excès peut-être regrettables, mais ces excès seront de toute façon corrigés à l'avenir. Ce n'est donc pas de l'indulgence, c'est du droit qui a été fait. Mais dans cet arrêt, la Scientologie n'est pas blanchie pour autant, loin de là. Escroquerie, manœuvres frauduleuses et captation de fortune sont montrées du doigt. Ces méthodes sont disséquées et condamnées. Et le simple fait de dénoncer tout cela représente déjà une victoire pour les adversaires de l'église de Scientologie. Nous, à l'association, on ne lutte ni contre les libertés religieuses, ni contre les croyances. Mais à partir du moment où il y a des escroqueries dans une association, dans un groupe, qu'il y a tous les critères, c'est-à-dire une manipulation mentale qui entraîne la destruction de la personne, de la famille et de la société, eh bien c'est tout simplement une escroquerie. Et c'est ça qu'il faut condamner. Ce soir, tous les scientologues condamnés se sont pourvus en cassation. Du côté du ministère public, rien n'est encore décidé, mais on ne cache pas qu'on est quelque peu surpris et étonné par la décision très en retrait des magistrats lyonnais. Cette décision d'assimiler l'église de Scientologie à une religion provoque bien entendu de multiples réactions de la part d'anciens adeptes, mais aussi d'hommes politiques qui se penchent sur le problème de la prolifération des sectes en France. Jacques Cardoz, Daniel Lefebvre. Ce n'est pas encore une religion, mais elle peut désormais en faire la demande. Et cela ne fait aucun doute. La Scientologie de France risque bien de profiter de ce paragraphe tiré du jugement rendu aujourd'hui par la Cour d'appel de Lyon. L'église de Scientologie peut revendiquer le titre de religion et développer en toute liberté dans le cadre de ses lois existantes ses activités, y compris ses activités missionnaires. Un texte qui fait bondir certains magistrats ou hommes politiques. Je pense que ça marque un coup d'arrêt à une évolution qui, depuis 2 ans, faisait que la police et la justice combattaient efficacement le phénomène sectaire. Et là, il y a incontestablement un moment d'hésitation. Ce n'est pas à la justice de dire si une secte est une religion ou pas. Il faut se souvenir qu'en France, comme dans toutes les autres des grandes démocraties, il y a séparation d'ailleurs de l'Église et de l'État, et qu'il n'appartient pas, en tout cas à l'autorité judiciaire, de dire que nous avons affaire à une religion ou pas. C'est aussi en cela très surprenant. Aujourd'hui, en France, la Scientologie est une entreprise commerciale soumise à l'impôt. Tout son combat est d'imiter son homologue des États-Unis où elle bénéficie d'un statut particulier. Ici, l'organisation reconnue comme religion est exonérée d'impôts. À Los Angeles, une rue a même été inaugurée en mai dernier. Elle porte le nom du fondateur, Ron Hubbard. La Scientologie, Roger Gonnet l'a bien connue. Il y est resté plusieurs années avant de la quitter, il y a 3 ans. Je ne vois pas comment il pourrait maintenant dire « oui, nous sommes une religion, mais une religion d'escrocs ». Parce que fondamentalement, c'est ça. Ils sont une religion peut-être, mais une religion d'escrocs. Alors ça veut dire quoi? En Allemagne, l'État se demande si elle est une organisation criminelle. Les adhérents de la secte sont surveillés en permanence par les services de la sécurité intérieure, à l'instar des mouvements néo-nazis. Et dans la très catholique Bavière, les scientologues ne peuvent plus travailler.
dans les services de l'État. À Marseille, le temps est venu désormais de rechercher les responsabilités après les 48 heures d'incendie de forêt et de garrigue qui ont ravagé 4000 hectares aux abords de la ville. Il est désormais établi que le premier feu est parti d'une décharge publique installée au nord de Marseille et dans laquelle venaient d'être déposés sous une fine couche de terre des déchets industriels incandescents. Mathieu Huchet, France Vaillant. Dans cet hélicoptère, le juge d'instruction Stélina Boresi, chargé de l'enquête sur l'incendie de Marseille. Cet après-midi, elle est venue survoler la décharge où le feu a pris vendredi dernier. Pour la première fois aujourd'hui, un responsable de cette décharge reconnaît qu'il y a bien eu un feu. Il y a eu un début d'incendie, un début de feu dans la décharge que nous avons maîtrisé très rapidement en appliquant les mesures d'urgence dans de telles circonstances qui sont prévues dans cet effet. Voilà. Est-ce qu'on connaît l'origine quand même? C'est terminé. Un incendie maîtrisé sur la décharge peut-être, mais pas sur la colline voisine. Ce centre de stockage est habilité à traiter des déchets ménagers et industriels banals. Régulièrement contrôlé par le ministère de l'Environnement, il a l'interdiction formelle de stocker des produits inflammables. Des déchets se sont enflammés spontanément et donc on a dressé un procès verbal donc à l'exploitant, à l'encontre de l'exploitant, parce qu'il a contrevenu donc à cette prescription. Le vendredi, la décharge avait en effet reçu du bois, du papier et du charbon. Si sa responsabilité est établie, elle sera partagée. La commune de Septem, co-gestionnaire du site, fait ce soir figure d'accusé. Il est intolérable que dans une décharge, on puisse venir déverser des détritus industriels incandescents en plein été. Cela est intolérable. À Septem, le maire absent laisse à l'un de ses adjoints le soin de se défendre. Il y a eu, c'est vrai, de temps en temps, des petits feux à l'intérieur, mais là, ça fait 2-3 ans que nous sommes tranquilles avec la décharge, qui respecte bien ce qu'on dit, et puis la DRIR surveille. Donc nous, de notre côté, nous sommes tranquilles. Les sapeurs-pompiers, eux aussi, mènent leur enquête. Leurs géologues sont venus ce matin sur ces terres calcinées autour de la décharge. Ils y ont effectué des prélèvements afin d'analyse. Ils tenteront scientifiquement de comprendre comment le feu a pu se propager aussi rapidement. Les 1500 sapeurs-pompiers et les membres de la sécurité civile qui ont œuvré pendant 48 heures pour éteindre les incendies peuvent aujourd'hui prendre un peu de repos. Ils peuvent également s'enorgueillir d'avoir évité toute perte humaine et d'avoir protégé au maximum les habitations. Ce soir, sur les différents fronts du feu, ils restent en alerte pour une semaine, au moins. Vincent de Guyenne, Emmanuel Beck. Les tuyaux sont pliés, enfin. Après avoir fait le tour de Marseille, hier soir le feu est venu mourir ici. Le col de Sainte-Anne, à mi-mai, c'est le domaine du lieutenant Schifano. Le feu a été stoppé par les moyens aériens, on voit les taches rouges de retardant. Et si on voit encore un peu plus loin, il y a des gens qui sont au sol et qu'on a repris le feu à rebrousse-poil, c'est-à-dire qu'on a pris par l'arrière. Les flammes n'ont pas passé la colline. Les habitants du village qui se trouvent juste derrière sont soulagés et reconnaissants. Ils ont fait un travail formidable. Surtout les pompiers de mi-mai, avec le peu de moyens qu'ils ont, vraiment ils ont fait un travail. Le chef de corps, tout ça, c'est vraiment donné à fond. Ce matin, il ne restait que quelques braises à noyer, sous le regard de quelques pompiers exténués. Vous avez travaillé toute la nuit? On a travaillé toute la nuit. Jusqu'à 3 heures? Dur. Moi, avec les 2 autres moyennes. La fatigue, le calme aussi, qui après le passage du feu rend plus effrayant encore le spectacle d'une colline dévastée. Tous les efforts qu'on fait, on dirait qu'ils sont anéantis. Je parle des forestiers, je parle des chasseurs, tous les gens qui s'occupent des municipalités, qui investissent pas mal d'argent pour réaliser des choses, puis on s'aperçoit qu'en 3 jours, ça part. Hier, il a fallu moins de 2 heures pour voler ce massif. On en a gros sur la patate maintenant. Pour éviter toute reprise, les pompiers vont surveiller la colline encore quelques jours. Bernard Schifano, lui, demain retrouvera son pétrin. Le lieutenant est aussi boulanger. 4000 hectares ravagés dans des sites jusqu'à présent préservés, difficiles d'accès. Ce matin, les habitants et les responsables de la ville et du département ne pouvaient qu'établir qu'un triste constat de désolation et prendre leur courage demain pour, malgré tout, penser déjà à refaire vivre la nature. Yannick Aroussi, Gérard Gallian. Au-dessus de la maison de vacances de la famille Pagnol, la tête rouge, colline chère au Petit Marcel, a brûlé. Ce matin, le maire de Marseille est venu se rendre compte des dégâts
Aucune habitation touchée, mais des milliers d'hectares dévastés jusqu'ici, au-dessus du hameau des Bellons. Ça fait le 3e grand feu que je vois, mais c'est la première fois qu'il sortait même pas un ballon. Il a tout consommé, mort, tout ce qu'il y avait. De l'autre côté de Marseille, les techniciens de la direction de l'écologie et des espaces verts de la ville mesurent l'ampleur de la catastrophe. Au pied de la chaîne de l'Étoile, les dégâts sont considérables. Pins, chênes, garrigues, tout a brûlé. J'ai passé des hivers entiers. Débroussaillement, sélection des espèces, ces hommes travaillaient à l'entretien de ces terrains municipaux depuis plus de 4 ans. On avait des pins qui étaient centenaires. Et puis voilà, ils sont morts. Pour vous qui connaissez par cœur les lieux, là, quel sentiment vous avez aujourd'hui? L'impuissance et puis d'avoir travaillé peut-être pour rien, quoi. D'avoir investi de l'argent et de la passion, quoi. Leur mission aujourd'hui, dresser l'état des lieux, l'inventaire de ce qui sera sauvé et de ce qui est condamné. De ce côté-ci, il n'y a rien à récupérer, hein, c'est clair. Première estimation, seuls 150 hectares sur 1150 sont épargnés. On peut considérer que virtuellement toute la propriété municipale a brûlé complètement, quoi, soit en 89, soit cette fois-ci. Il faudra prendre des mesures pour éviter le ravinement lors de prochains orages et puis tenter de recréer le milieu en replantant. Ça prendra au moins 50 ans, mais avec quelques rescapés, l'espoir subsiste. Lui a bien résisté, il est encore bien en pigne, voilà. Lui va pouvoir réensemencer. Ils avaient déjà réensemencé plus de 10 hectares, ces arbres, il faut qu'ils recommencent. La vie, c'est un perpétuel recommencement. Le Premier ministre Lionel Jospin a rendu visite aujourd'hui aux aviateurs de la base aérienne 132 de Colmar. Ce premier rendez-vous avec l'armée intervient au moment où les crédits du ministère de la Défense sont une nouvelle fois réduits. Reportage Guylaine Chenu. Une première visite aux armées à l'heure de la reconversion. Signe des temps, parmi ces troupes passées en revue, la moitié sont des appelés. Ils étaient 500 en début d'année, ils seront 32 fin 97 sur cette base de Colmar, l'une des 3 choisies pour tester la professionnalisation. Visite, explications et travaux pratiques avec les maîtres chiens. Oui. C'est peut-être débusquer un lapin, non? Non, il est allé récupérer un deuxième. Il est allé récupérer un deuxième malfaiteur. Donc parce qu'on avait En 2002, l'armée de l'air aura perdu un quart de ses effectifs. Un choix d'une armée de métier fait par Jacques Chirac et confirmé par Lionel Jospin dès son arrivée à Matignon. Mais aujourd'hui, l'heure est à la leçon de pédagogie, préparer l'armée aux sacrifices à venir. Lionel Jospin a rappelé l'objectif, réduire les dépenses et notamment celle de la défense. Dans ce contexte de maîtrise des dépenses, lesquelles ne peuvent pas concerner seulement le budget civil de la nation, mais doivent bien, d'une certaine façon aussi, concerner le budget de la défense, le gouvernement veillera à ce que vous puissiez continuer à remplir vos missions dans de bonnes conditions. Une première visite de chef de gouvernement pour expliquer les rigueurs budgétaires à venir. Une visite aux armées, le domaine partagé avec le président de la République, signe que Lionel Jospin souhaite être présent sur ce terrain. Le patron d'Air France, Christian Blanc, a rendu visite ce matin au Premier ministre. Christian Blanc reste partisan de la privatisation d'Air France. Le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, lui, reste opposé. À sa sortie de l'hôtel Matignon, Christian Blanc a démenti toute idée de marchandage entre le maintien d'Air France dans le secteur public en échange d'une extension des pistes de l'aéroport de Roissy au bénéfice de la compagnie Air France. Disparition à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie d'André Giraud, ancien ministre de l'Industrie du président Giscard d'Estaing, puis ministre de la Défense de Jacques Chirac en 1986. Ce soir, le président de la République lui a rendu hommage, saluant la mémoire d'un grand Français fidèle à son pays. André Giraud était polytechnicien et spécialiste des problèmes pétroliers. Nouvelle avancée en matière de traitement du sida. Le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, a élargi à toutes les personnes qui pensent avoir eu des relations sexuelles à risque le droit de bénéficier du traitement d'urgence, jusqu'à présent réservé au personnel hospitalier qui était traité juste après leur contamination éventuelle. Une décision qui n'est pas sans poser des problèmes d'application. Gilles Marinet, Daniel Lefebvre. Jusqu'à présent, seuls les personnels de santé, au nom du risque professionnel, avaient le droit de bénéficier d'un traitement précoce. Une trithérapie administrée au plus tard dans les 72 heures suivant la contamination. On savait depuis quelques mois que cette thérapie, longtemps expérimentale, est efficace au point dans certains cas d'empêcher l'infection. Alors dans les consultations, la demande devenait de plus en plus forte.
Moi, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai reçu 4 personnes qui sont venues pour me demander cette trithérapie du lendemain, complètement paniquées parce qu'effectivement, ils avaient eu soit une rupture de préservatif, soit un oubli de préservatif. Donc cette demande, elle existe, elle est là, il fallait donc y répondre rapidement. C'est désormais chose faite, mais des questions surgissent. Le traitement dure 5 à 6 semaines. Avec des effets secondaires très importants, on ne devrait pas le prescrire à la légère. Or, il n'existe pas de test permettant de certifier une infection précoce. Faut-il alors prescrire systématiquement ou prendre le risque du refus? Il faudra bien finalement prendre en compte ce que les patients nous diront simplement, sans aucune preuve scientifique, simplement sur leurs paroles. Ce qui fait qu'on va peut-être aller vers des déviances. En clair, le risque est de voir des gens simplement inquiets après un rapport sexuel réclamer une thérapie lourde. Faux problème, estiment les associations de défense des malades, selon qui les abus ne dureront pas longtemps. Les personnes qui seraient tentées de penser que c'est une pilule du lendemain déchanteront certainement très vite lorsqu'elles auront pris cette pilule du lendemain une fois, avec toutes les contraintes et les difficultés que cela génère. C'est en octobre qu'une commission devra préciser les modalités d'accès à la thérapie du lendemain. D'ici là, médecins et malades devront agir en conscience. La montagne a tué ce week-end, notamment dans le massif des Alpes autour du Mont Blanc. 10 alpinistes français, italiens ont trouvé la mort. Ajoutez à cela l'accident mortel survenu à un amateur de parapente qui s'est écrasé sur une paroi rocheuse aujourd'hui. L'émotion est donc grande à Chamonix, où ce soir on annonce également la disparition d'un gendarme de haute montagne qui s'est tué en exercice. Olivier Caroff, Alexandre Cara, Olivier Robert. Dans cet hélicoptère, le corps d'un homme mort dans les Alpes. Cette fois, ce n'est pas un touriste, mais un gendarme de haute montagne, tué lors d'un exercice. Le dernier d'une série noire qui a commencé samedi dernier. En 3 jours, 9 morts dans les Alpes françaises. Des grimpeurs inconscients, non encordés, mais aussi de jeunes alpinistes accompagnés d'un guide. Et, ce matin, un parapentiste. La montagne a frappé au hasard. 2 morts aussi sur le versant italien, un mort côté suisse, un dans les Alpes autrichiennes. À Chamonix, on a connu une affluence record, beaucoup de touristes, pas assez de beau temps. Une première explication pour les gendarmes. À Chamonix, vous avez énormément de monde. Les gens qui attendent qu'une chose, qu'il fasse beau pour partir. Je pense qu'hier, dans la journée d'hier, il y avait facilement 6000 personnes au-dessus de 2000 mètres, alpinistes chevronnés, simples randonneurs, et que forcément, dans ce nombre-là, certains payent un tribut. La montagne prélève une petite partie d'accidentés. Mais la première cause d'accident reste la trop grande confiance en soi de certains amateurs. On a bien étudié tout ce qui est topo, tous les tracés, donc il n'y a pas, a priori, pas trop y avoir de problème. Vous partiez avec un guide ou pas? Non. Chaque année, les sauveteurs effectuent plus de 800 sorties. Leur hantise, les disparus en montagne. Trop souvent, des alpinistes débutants partent seuls, sans indiquer leur itinéraire. Dans le massif du Mont Blanc, un couple d'Anglais n'est pas réapparu depuis le 10 juillet. L'enquête a avancé à Ostende en Belgique après l'accident tragique survenu samedi au cours d'un meeting aérien qui a fait 9 morts. On sait désormais que le pilote était sorti de sa trajectoire initiale et que, notamment, il se trouvait au-dessus de la foule, ce qui ne figurait pas dans son plan de vol. Éric Monnier, Annemouk. Le capitaine Omar Hani Bilal a reçu les honneurs militaires. Il a été enterré à la mosquée royale d'Amman, dans son pays, la Jordanie. C'est lui qui pilotait le XT-300, avion de voltige qui s'est écrasé samedi lors du meeting d'Ostende, en Belgique. À Ostende, où toute la journée, une foule nombreuse est venue se recueillir devant les corps de 7 des victimes de l'accident. Parmi elles, une petite Française de 22 mois. C'est incroyable pour tous les gens, quoi. C'est affreux. Donnez une petite prière pour tout le monde, tous ceux qui sont là. Un jeune bénévole de la Croix-Rouge a succombé hier soir à ses blessures. 27 personnes sont encore hospitalisées. Pour les enquêteurs, il s'agit maintenant d'établir les raisons de cet accident. Le corps du pilote a été autopsié. Les spécialistes devront faire parler les débris de l'appareil. Pour l'instant, une seule certitude. Les instructions étaient très claires que l'avion ne peut pas passer en dessus de la foule, ce qui a été fait. Donc c'est bien clair que les dispositions sécuritaires n'ont pas été respectées. Sur la cause, il y a différentes hypothèses. On a le vent, le météo donc, et la possibilité de quelque chose de technique avec l'avion. Ça peut être une faute professionnelle
du pilote. Donc tout ça reste ouvert pour le moment. Le rapport technique de la commission d'enquête sera remis le 15 août. Pas de conclusion à attendre avant plusieurs mois. Selon les autorités, l'organisation même du meeting n'est pas en cause. Il n'y a pas lieu donc d'interdire ce genre de manifestation. En 1988, à Ramstein, en Allemagne, 3 avions de la patrouille militaire italienne s'étaient percutés, provoquant la mort de 70 spectateurs. Le gouvernement allemand avait lui interdit purement et simplement les meetings aériens. Sur le front des inondations à l'est de l'Allemagne, l'état des digues reste très précaire le long de l'Oder. En Pologne, la ville de Sublice, qui fait face à Francfort sur Oder, a été, elle, pratiquement évacuée. 16 000 habitants sur 17 000. Les Polonais sont un peu plus optimistes ce soir, dans la mesure où les affluents de l'Oder sont actuellement en légère décrue. Les plus anciens s'en souviennent, on les appelait les hirondelles. Il s'agissait de policiers qui circulaient à vélo avec une pèlerine sur les épaules. Ces îlotiers ont disparu dans les années 70. Elles reviennent aujourd'hui, ces hirondelles, sous une forme plus moderne. Le vélo classique a été remplacé par des VTT. Stéphane Delfour, Bernard Puissesseau. Voici les hirondelles version 97. Vélo tout-terrain et casque de cycliste, une tenue sportive pour sillonner Paris. Les voies sur berge le dimanche et surtout les bois de Boulogne et de Vincennes. Ce sont des zones qui sont essentiellement ouvertes aux piétons, aux vélos. Les axes sont fermés aux voitures. On a essentiellement des patrouilles en voiture, donc on n'allait plus dans ces zones. Et on les avait un petit peu perdues, donc on va les reconquérir avec les vélos. Philippe et Lionel font partie de ces 24 policiers cyclistes. Pour certains promeneurs, un policier à vélo, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Ah ben oui. Ben voilà. C'est formidable ça. On les a pas connus, mais bon. Nous on les a connus. Nous on les a connus, nous, oui. C'était dans les années 50. À l'époque, les hirondelles surveillaient tout Paris. 3000 policiers pèlerinent au vent, d'où leur surnom. Pour les nouvelles hirondelles, une tâche principale, créer des liens avec les Parisiens. Une police ouverte, plus proche des gens, qui s'arrête pour discuter avec elles, qui n'est pas là que pour la répression, qui a un rôle de prévention et de contact avec les gens. Bonjour. Très bien, vous-même. On se promène. Vous êtes en vacances? Non, moi je suis de la région, mais lui il est en vacances. Peut-être vous allez les rollers un jour. En attendant, les hirondelles à vélo pourraient se multiplier dans Paris et recréer ainsi une véritable police de proximité 50 ans après. Il y a vélo et vélo. Maintenant, parlons de Jan Ullrich, vainqueur du Tour de France. Sacré hier sur les Champs-Élysées à Paris. Il a triomphé aujourd'hui dans son pays. C'est un véritable héros qu'il a été reçu à Bonn, accueilli par toute la ville. Jan Ullrich, premier Allemand à remporter la grande boucle à 23 ans à peine. Laurent-Frédéric Bollet. C'est bien beau d'avoir gagné en France, il faut quand même que l'Allemagne puisse profiter de son nouveau champion. Madame le maire de Bonn est donc toute heureuse d'accueillir ce matin Jan Ullrich et plusieurs milliers de personnes se sont déplacées pour fêter celui qui rejoint Boris Becker ou Michael Schumacher au panthéon du sport allemand. Jan Ullrich, tout de jaune, revêtu par Björn Ries lui-même, une passation de pouvoir qui annonce une ère peut-être sans partage. Jan Ullrich, ou surtout le coureur que toute l'Allemagne attendait donc. Ici, aux côtés de Raymond Poulidor, c'est Rudi Altig, qui entre 62 et 69 n'a fait que gagner 8 étapes et porter 4 fois le maillot jaune, mais jamais jusqu'au bout. À la 84e édition du Tour, l'Allemagne tient donc enfin son vainqueur, même si c'est presque malgré lui. Car Jan Ullrich est un personnage simple, effacé, timide, qui était revenu cet hiver sur les Champs-Élysées comme pour humblement se recueillir. Que de chemin parcouru par ce jeune homme modeste, né en ex-Allemagne de l'Est il y a 23 ans. De là peut-être un caractère introverti, réservé, qui le fait se fondre dans les groupes plutôt que s'y faire remarquer. Seulement, quand le cœur ne bat qu'à 32 pulsations minutes, quand les capacités pulmonaires sont hors du commun, quand on devient champion du monde amateur en 93, forcément, ça attire l'attention. Mais Ullrich n'a pas changé, si ce n'est de domicile. Adieu Rostock et la grisaille, bienvenue à Merdingen et ses forêts propices aux entraînements. Seule vraie différence notable depuis hier, son compte en banque a augmenté de 2 200 000 francs. De quoi donc, sous l'œil de sa fiancée, signer le livre d'or de la mairie de Bonn, où figurent aussi John Fitzgerald Kennedy ou Charles de Gaulle. De quoi donc mériter un vrai triomphe. Ullrich, c'est un monument. L'Europe n'ayant plus de frontières, le commerce en détaxe des aéroports et des zones extraterritoriales comme les bateaux n'a plus de raison d'être. Les représentants de ce commerce sont obtenus, eux, 2 années de sursis et ils continuent leur combat, affirmant que plusieurs milliers d'emplois sont en jeu. Thibaut de Barberac, Nathalie Gallet.
Les ferries s'amusent, mais plus pour longtemps. Jusqu'à présent, pour affronter la concurrence du tunnel sous la Manche, ces navires disposaient d'un atout majeur, les boutiques hors taxe. Le Renoir vient juste de quitter Calais, le shopping commence, et même les plus durs des durs ne résistent pas à ces prix cassés. Je vais acheter des cigarettes pour des amis, des lunettes de soleil, et puis probablement des bonbons. Les cigarettes et le whisky sont bien meilleurs marché que chez moi. Et vous allez en acheter? J'en ai déjà acheté, je suis revenu pour ça. Sur les parfums, le matériel photo ou les vêtements, en revanche, les tarifs ne sont pas toujours intéressants. Il n'empêche, chaque passager dépense ici en moyenne plus de 100 francs. La fermeture de ces boutiques dans moins de 2 ans a donc de quoi inquiéter les compagnies maritimes. Le duty free représente environ 50% de notre chiffre d'affaires, donc c'est bien entendu quelque chose d'énorme. Et il est clair que l'abrogation du duty free pour nous représente un véritable danger pour l'existence même de notre compagnie. La raison de cette fermeture, l'harmonisation fiscale en Europe. Les boutiques hors taxe sont contraires au concept de marché unique, même si certains parlent de milliers d'emplois menacés, la décision semble irrévocable. C'est une décision des autorités, des gouvernements. Tout le monde la connaît depuis 1991. Il fallait s'y préparer. Beaucoup s'y sont préparés, d'autres pas. Bon, c'est comme ça. Nous ne pensons pas que ça va entraîner un cataclysme économique. Certaines compagnies de ferry songent à transformer leurs bateaux en hypermarchés flottants, mais cette fois en incluant la TVA dans leur prix. Il leur reste un peu moins de 2 ans pour s'adapter et changer leurs étiquettes. C'est l'été, la période des déjeuners légers, tomates, mozzarella par exemple, un fromage italien, mais qui est également, vous ne le savez sans doute pas, fabriqué en France, à Rambouillet très exactement, dans une ferme où sont élevés des buffles dont le lait est utilisé pour partie pour la confection de ces fromages. Daniel Temno, Jean-Louis Quérec. Allez voir trottiner avec autant de vitalité, pas de doute, elle se sent ici chez elle. Pourtant, ces bufflonnes de 850 kg ont fait il y a 6 ans un grand voyage du sud de l'Italie au parc du château de Rambouillet. D'importer ces animaux, c'était pour convaincre qu'ici en France, quelqu'un qu'on pouvait faire de la bonne mozzarella ici en France. Voilà. Parce qu'avant, vous avez le sentiment qu'on n'en avait pas de bonne. C'est pas un sentiment, c'est une vérité, c'était toutes franchement très mauvaise. Alors, pour faire de la bonne mozzarella, il a repris la recette typiquement italienne au lait cru. Le secret, du lait de bufflone ajouté à celui de vache sans pasteurisation. Une production artisanale de 150 kg par semaine, une fabrication unique en France et devenue très rare en Italie. Après fermentation du lait, la pâte est découpée en petites portions qui se retrouvent le soir même sur les tables d'une vingtaine de restaurants parisiens. Telle qu'elle ou cuisinée avec des aubergines, la mozzarella, c'est encore avec les mains qu'on en parle le mieux. Elle est légère, elle est légèrement salée, elle a beaucoup de goût en bouche. C'est pas du tout une mozzarella que vous mangez et puis dès que vous avez pris une bouchée, le goût s'en va. Elle reste bien en bouche, elle est moelleuse. Je crois que l'adjectif, ce serait vraiment elle a vraiment un goût exceptionnel. Exceptionnel aussi le prix, 2 fois celui de la mozzarella industrielle, le prix de l'Italie authentique, reconstituée à 1 heure de Paris. Les Français pour leurs vacances rêvent souvent de dépaysement d'îles lointaines, laissant leurs ennuis à des milliers de kilomètres. À Calais, dans le département du Pas-de-Calais, de nombreux habitants n'ont pas du tout ce même souci. Pour eux, le dépaysement, c'est dans la tête et pas besoin de faire des heures de voiture ou d'avion. Anne Mourgue, Patrick Wurstock. Allez, suivez-moi. Ça va, t'as rien oublié, Maryse? Toute l'année, Patrick et Maryse ont rêvé de ce moment. Les valises sont bouclées, les enfants ont pris leur maillot de bain. Direction les vacances, le stress des grands départs. Je me sens un peu nerveux, vivement qu'on arrive là-bas parce que bon, c'est le grand air, on respire, on pense à rien. Là-bas, c'est à 2 kilomètres seulement de chez eux. La famille habite à Calais. Chaque année, elle passe ses vacances au camping de Calais. Et elle n'est pas la seule. Oh, il y a que ça d'agréable, l'apéro. On est à peu près une dizaine dans le coin qui sont tous ceux de Calais. Là, ici, derrière, pareil. Il y en a sur le côté. Et pour nous, c'est des vacances parce que bon, on sort de la maison, on n'est pas stressé, on est en plein air. On est tous réunis, bon, puis on fait des attractions qu'on ne fait pas chez nous.
Tous ensemble pour l'apéro, la pétanque, la belote. Même si la vue est limitée, d'un côté des immeubles, de l'autre le port, c'est leur petit paradis. Pour rien au monde, ils ne partiraient ailleurs. On a les occasions de rentrer chez nous pour que la femme puisse laver son linge, quoi que ce soit. Et en même temps, bon, on n'a pas toujours le climat, mais on est bien. Ça fait 15 ans qu'on campe comme ça. Ça a toujours été comme ça en famille. Hein. Alors je crois qu'on aurait du mal à partir tout seul, quoi. Tu n'as pas envie d'aller dans un camping, par exemple, sur la Côte d'Azur? Ah oui, ça sera bien, mais on n'a pas les moyens. Voisins de palier, collègues de travail, photos de vacances, presque une photo de famille. Les Calaisiens sont si nombreux qu'ils sont devenus indispensables à la vie du camping. Où est-ce que vous pensez aller en vacances l'année prochaine? On est sûr de revenir sur Calais et là, vous nous excusez parce que c'est l'heure de la pétanque. Merci. Au revoir. Des experts en climatologie venus du monde entier sont actuellement réunis en Allemagne. L'un de leurs sujets d'étude est le réchauffement de la planète. Et ils ont étudié un phénomène bien concret, la fonte d'un glacier en Alaska qui rétrécit d'1 kilomètre par an. José Blanc-Lapierre. La planète se réchauffe. Jusqu'à présent, on s'est contenté d'en parler. Mais aujourd'hui, en voici la preuve, le plus grand glacier d'Alaska est en train de fondre. Bering, c'est son nom, a déjà perdu 20% de son volume au cours du siècle. Et le phénomène s'accélère. Tous les ans, le continent blanc rétrécit d'1 kilomètre. Pour les scientifiques, le doute n'est plus permis. Les températures moyennes de la planète Terre ont augmenté de près d'1 degré depuis 1920. On assiste à une montée du niveau de la mer d'une dizaine de centimètres depuis le début du siècle. Et il est très clair que nous sommes en train de vivre un changement de climat. Voici les responsables. Fumée d'usine, gaz d'échappement en trop grande quantité. 30% de plus depuis 100 ans. Du gaz carbonique qui s'accumule dans l'atmosphère et forme un couvercle sous lequel la planète prend un coup de chaud. 1,5 à 3,5 degrés de plus d'ici un siècle, ce sont les prévisions. Quelques petits degrés qui pourraient bouleverser notre météo. Les scientifiques s'attendent à des cyclones plus nombreux, plus violents. Ils prévoient aussi des périodes de sécheresse plus longues, des inondations dévastatrices. Pour l'instant, aucun pays n'a encore pris de décision pour réduire ses émissions de gaz polluants. Pourtant, c'est l'avenir des neiges éternelles qui est en jeu. Tourisme souterrain maintenant. Si le temps n'est pas au beau fixe et si vous êtes dans la région, visitez les grottes de Chorange dans le Vercors. Vous y découvrirez un véritable monde sous la terre. Didier Guyot, Jean-Claude Martin. L'intérieur avait déjà commencé à se former il y a 15 000 ans. Et l'extérieur, les dernières couches de calcaire déposées, celles qu'on aperçoit ici, qu'on peut toucher, ont été datées, elles, d'à peu près 10 000 ans. Donc vous voyez bien que la montagne sous laquelle on est en ce moment, c'est un gruyère, on pourrait dire. Elle est toute creuse, hein. Nous voici dans les entrailles des falaises calcaires du Vercors. Les grottes de Chorange, c'est 28 km de galeries souterraines. Une eau qui s'infiltre sans cesse, qui creuse et qui ravine. Amateurs de grottes et touristes viennent ici admirer cette concentration unique de stalactites et de stalagmites. Un voyage au centre de la Terre pour en savoir un peu plus sur l'histoire des hommes. Je pense que le fait que nous soyons situés dans le Vercors fait que nous avons un certain type de clientèle qui est déjà très ouvert côté nature. Et nous, ici, on a un discours très nature. Et je voudrais que les gens viennent dans une grotte parce qu'une grotte, c'est un témoignage réel de l'histoire de notre Terre. Il faut un siècle pour que se forment 5 cm de stalactites. Certaines sont là depuis des milliers d'années. Et puis il y a ces étranges animaux cavernicoles, ces protées, venus d'un autre âge. Mais des animaux qui prouvent que les grottes ne sont en rien des natures mortes, mais au contraire un espace sans cesse en mouvement, une nature qui vit. Alors, on est intéressé surtout par la beauté de la nature et par la grandeur. On se sent tout petit. Le fait que ce sont des choses qui datent depuis des millions d'années et qui sont formées sans qu'on s'en aperçoive et que d'un seul coup on découvre. C'est beau, moi je trouve que c'est beau. C'est le côté mystérieux, quoi. Ça fait un peu de ce que je disais à mes enfants tout à l'heure. On a l'impression qu'on est en train de vivre un petit peu un rêve. Chaque année, 200 000 personnes visitent ces grottes afin de s'initier à l'atmosphère étrange du monde souterrain. Cinéma avec la sortie du film The Brave réalisé par l'acteur américain Johnny Depp qui est passé de l'autre côté de la caméra avec comme vedette Marlon Brando, Pascal Deschamps, Roger Motte.
Ce jour-là, Johnny Depp avait le trac. Normal, quand on présente son premier film à Cannes et qu'on y a dirigé Marlon Brando, on vous attend au tournant. Et ce jour-là, le public cannois n'a pas manqué de relever les longueurs, les maladresses de ce premier film. Absent du palmarès donc, The Brave vaut pourtant largement le détour. Le Brave, c'est ce jeune Indien qui, pour sauver sa famille de la misère, accepte de se vendre à un producteur de snuff movies, ces films clandestins vendus à prix d'or, où l'on tue et torture ses victimes pour de vrai. Demain matin, mon père, je vais entrer dans une pièce et des hommes vont me tuer. Ils vont me torturer et ensuite ils vont me tuer. Pour ce travail, je serai payé, enfin ma famille touchera $50 000. Ce type n'a pas le choix. Il doit le faire. Parce qu'il n'a jamais eu les moyens de faire vivre sa famille. Il n'a pas d'autre solution. Défier la mort, c'est faire preuve d'un courage absolu. C'est un supplice savoureux. The Brave nous fait vivre les 7 derniers jours du héros. C'est le parcours spirituel d'un homme résolu au sacrifice. C'est aussi une métaphore politique. Quelqu'un d'autre l'a déjà sacrifié. Le gouvernement américain les a sacrifiés, lui et son peuple. Il les a jetés au lion. Aux yeux de la société, les types comme lui ne sont même pas des êtres humains. Malgré toutes les sorties américaines de l'été, The Brave devrait trouver son public. Entre les fans de Johnny Depp, ceux de Marlon Brando qui se fait rare sur les écrans, ou tout simplement les amateurs d'histoires tout à la fois fortes et originales. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet avec du soleil et de la chaleur pour demain. 0h35, le dernier journal avec Florence Daucher. Demain 13h, Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.